Il est 8h37 sur Sud Radio. Vous êtes bien avec nous et tout l'été, on accueille chaque matin une ou un député élu pour la première fois cette année. C'est le Tour de France des nouveaux députés. Et aujourd'hui, nous accueillons Frédéric Falcon, député Rassemblement National de la 2e circonscription de l'Aude. Bonjour, monsieur le député. Bonjour. Bonjour Frédéric Falcon et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. L'actualité tout d'abord avant d'apprendre à mieux vous connaître dans un instant et cette polémique relancée à la prison de Fresnes après l'organisation du Colantes. Notre chroniqueur, vous l'avez entendu, Félix Mathieu en parlait il y a quelques instants. Un détenu condamné pour viol, un autre pour meurtre qui ont participé à ces épreuves. Pour vous, c'est totalement intolérable ? Absolument, je pense que beaucoup de mes collègues ont réagi sur ce point, c'est absolument scandaleux. On voit la déliquescence de l'état de la justice aujourd'hui dans notre pays, avec un laxisme qui est total. Je pense surtout aux victimes qui doivent être sidérées en voyant ce spectacle de ces criminels qui peuvent profiter comme cela d'avantages ou de gadgets en prison. C'est absolument scandaleux, mais je pense que c'est révélateur de l'état de notre justice et Dupond-Moretti doit en répondre assez rapidement. Alors j'ai vu qu'il avait répondu. Alors justement, le cabinet du ministre de la Justice dit et continue d'affirmer qu'il n'était pas au courant. Vous y croyez ça, Frédéric Falcon, ou non ? Bon, on a du mal à y croire, mais si vous voulez, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui la justice est dans un état qui est absolument lamentable. Au-delà du laxisme judiciaire qui existe, avec des emprisonnements qui sont aujourd'hui quand même rarissimes. Pour aujourd'hui aller en prison, il faut quand même avoir commis des crimes qui sont relativement graves, type viol, assassinat, etc. Bon. C'est un sujet sur lequel on pourra revenir si vous voulez, mais je pense que c'est symptomatique de notre système judiciaire et puis les conditions de détention avec ces avantages qui sont offerts aux détenus sont absolument déplorables. Justement, alors pour vous, juste pour revenir tout d'abord sur le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui lui a ouvert une enquête pour faire toute la lumière sur cette affaire. En tout cas, c'est ce qu'il a dit. C'est plutôt surprenant s'il s'avère qu'il était au courant justement de ce qui s'est passé du côté de la prison de Fresnes le mois dernier. Si c'est le cas, s'il était au courant, pour vous, il doit démissionner, le garde des Sceaux ? Écoutez, je ne vais pas tout de suite m'avancer en demandant la démission du garde des Sceaux. Tout ce que je déplore, c'est que cette affaire est symptomatique de notre système judiciaire aujourd'hui. Voilà, de l'institution judiciaire qui est en pleine déliquescence. Et je pense qu'il faut avoir une réflexion sur ce point. Après, je ne vais pas tout de suite m'avancer en demandant la démission du garde des Sceaux. Ça serait un petit peu prématuré. Mais je pense qu'il y a un vrai problème sur l'institution judiciaire en France. Il n'y a pas assez de places en prison. Il n'y a pas assez d'emprisonnement. Voilà, il y a une vraie réflexion à avoir là-dessus. De toute façon, je pense que notre mouvement est très clair là-dessus. On est très très à cheval sur le régalien. Et finalement, j'ai peur que les Français aillent de surprise en surprise avec ce gouvernement et avec ce garde des Sceaux. Oui. Allez-y, ouais. Parce que on est dans la continuité complète de la politique Taubira finalement. Voilà, avec la réinsertion, etc. Éviter la coercition. Enfin voilà, on est dans un arsenal judiciaire qui est complètement décorrélé de la réalité, qui est complètement coupé du réel. Ce n'est pas ce qu'attendent les Français aujourd'hui. Aujourd'hui, ils veulent de la fermeté. Ils veulent que les délinquants purgent leur peine dans des conditions dignes d'une prison et pas d'un club med. Et je pense que ce spectacle... Ça veut dire finir aussi les matchs de foot entre détenus et surveillants, par exemple ? Bon, écoutez, parce que c'est quand même quelque chose on n'est pas surpris de savoir qu'il y a ça aussi qui est organisé. Est-ce qu'il faut aller jusque-là ou non ? Je ne vais pas aller dans ce niveau de détail, mais globalement, ce que les Français veulent, c'est de la fermeté et que les peines soient pleinement appliquées, tout simplement. Après, l'organisation de chaque prison, de chaque établissement, ça c'est une chose qui est complètement à part. Mais ça offre un spectacle qui est complètement terrible pour les Français, qui n'en peuvent plus de cette impunité, qui n'en peuvent plus de cette délinquance, et qui voient que finalement rien ne change année après année, quinquennat après quinquennat. Le laxisme judiciaire est toujours là. Et malheureusement, la prison ne remplit plus son rôle. En tout cas, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, lui, est sur tous les fronts cet été, très clairement. C'est de bon augure, quand même, selon vous, à ce niveau-là, Frédéric Falcon. Ça veut dire que ce gouvernement, il a quand même pris conscience de l'importance de la question sécuritaire dans notre pays ? Mais je pense qu'il est coincé, il est obligé de montrer qu'il fait quelque chose, donc il se réfugie dans la communication, parce que, comme je le disais, les Français n'en peuvent plus, la délinquance explose, il y a en plus un lien qui est évident entre immigration et délinquance. Aujourd'hui, lui, il le dit, il le reconnaît, Gérald Darmanin, en tout cas, là-dessus. Alors, c'est une Ça première doit vous faire avancée, plaisir. c'est bien.
Oui, c'est bien, il l'affirme, mais encore une fois, il faudrait peut-être agir, il faudrait expulser les délinquants étrangers immédiatement pour éviter qu'ils n'encombrent nos prisons et qu'ils nuisent à la sécurité des Français. Je remarque également que les entrées régulières ont augmenté de 86% depuis le début de l'année en Europe. Donc si vous voulez, il y a d'un côté la communication et d'un côté le réel, et finalement le compte n'y est pas. Donc je pense qu'ils sont coincés, ils sont dans un corner. Les Français sont de moins en moins tolérants vis-à-vis de ce laxisme ambiant et vis-à-vis de cette immigration qui pose beaucoup de problèmes. Et tout ce qui reste, les seules armes qu'il reste à Darmanin finalement, c'est la communication, l'agitation permanente et le buzz. Frédéric Falcon, en tout cas, ce sera demain la rentrée pour Emmanuel Macron et les ministres, une rentrée sous tension avec notamment la question de la taxe sur les super profits. Le gouvernement s'y était opposé en juillet, mais la majorité présidentielle semble plus que jamais divisée sur le sujet. Est-ce que vous avez prévu une nouvelle fois de militer pour cette mesure lors du prochain vote du budget ? Écoutez, notre groupe va en parler. Je pense que nous y serons favorables. C'est vrai que l'inflation est en partie liée à une spéculation qui est non maîtrisée, qui est complètement excessive. La guerre a bon dos, et nous avions proposé effectivement de taxer les super profits des profiteurs de crise. Donc nous verrons ce que le gouvernement propose. Si ça va dans ce sens, pourquoi pas voter cette proposition de loi. Encore une fois, nous ne sommes pas un groupe sectaire quand il y a des mesures qui vont dans le bon sens, qui vont dans le sens de ce que nous voulons, de ce qu'attendent les Français. Nous sommes prêts à les voter. Voilà, ce n'est pas forcément un blanc-seing qui accorde au gouvernement, mais à défaut de mieux, nous sommes capables de voter un certain nombre d'articles de loi ou de les amender. Dans l'intérêt général et dans l'intérêt des Français. La rentrée qui sera aussi largement consacrée à l'écologie, à l'énergie, avec le projet de loi d'accélération des énergies renouvelables. Vous-même, Frédéric Falcon, vous êtes opposé au projet d'éoliennes offshore au large de Leucate et de Gruissan. Ça ne va pas à contresens avec justement le combat écologique? C'est pas votre impression? Alors, il faut expliquer aux Français que l'éolien n'a rien d'écologique aujourd'hui. Il faut expliquer aux Français que c'est une vaste escroquerie, que l'éolien qui tente à se substituer au nucléaire est finalement pire que le mal, parce que les pays qui ont fait ce choix, qui sont allés vers le tout éolien comme l'Allemagne, produisent 10 fois plus de CO2 que nous. Pourquoi ? Pour chaque centrale éolienne qui sont construites, vous devez avoir en repli une centrale à charbon, une centrale à gaz, voilà, qui puisse pallier aux défaillances de l'éolien, qui fonctionne à 25% de sa capacité. Mais l'éolien offshore n'est pas plus efficace que l'éolien plus classique ? On est dans la même configuration. On est dans la même configuration avec une industrialisation, une défiguration durable du paysage, du littoral. Moi, je me bats pour que ces projets n'aboutissent pas, parce que je vais me retrouver sur mon littoral avec les 2 plus gros parcs éoliens offshore de la Méditerranée, avec des promesses qui sont habituelles. Les élus se font bananer, on leur promet des emplois, on leur promet des retombées économiques qui finalement n'arrivent jamais. Mais finalement, les difficultés qu'on a rencontrées avec l'éolien terrestre vont se retrouver dans l'éolien offshore. Voilà. Donc ça va être un combat qui va être assez intense, surtout que le gouvernement veut accélérer sur ce point. Ouais. Il profite de la crise en Ukraine et des difficultés que nous rencontrons aujourd'hui pour appuyer sur l'accélérateur du développement de l'éolien. Si je vous comprends bien, ça veut dire que le gouvernement est soumis là au lobby sur cette question-là ? Alors effectivement, vous avez des contraintes qui émanent de la Commission européenne, qui est sous influence de lobby, et vous avez, il faut le dire, je crois, il faut le reconnaître, un lobby éolien franco-allemand, allemand plutôt, qui veut imposer son modèle en France pour des raisons d'intérêt économique, disons-le tout de suite. Il faut aussi savoir que l'éolien n'est pas rentable, c'est une industrie qui est clairement subventionnée et qui est facturée aux Français via tout un système de taxes sur leur facture d'électricité. Voilà. Donc nous sommes profondément attachés au système nucléaire français, qui a fait ses preuves, qui n'est pas parfait, qui mériterait d'être mieux entretenu, parce qu'aujourd'hui vous avez quand même une cinquantaine de réacteurs, et sur ces 50 réacteurs vous en avez une trentaine qui ne sont plus en activité ou qui sont à l'arrêt. Donc commençons d'abord par restaurer, réhabiliter, améliorer la capacité de production nucléaire, plutôt que d'industrialiser nos paysages et de s'engouffrer dans un modèle qui ne fait pas ses preuves. Encore une fois, vous avez le modèle allemand, vous avez aussi le modèle danois. C'est un carnage écologique et économique. Et donc priorité. Je voudrais juste terminer, si vous me permettez. Vous verrez que le système, le modèle énergétique allemand va être sérieusement mis à l'épreuve en fin d'année.
parce qu'il dépend essentiellement de l'approvisionnement en gaz russe. On en parle déjà, effectivement. Voilà, ça commence à sortir dans les journaux. Une pénurie d'énergie, pour le coup, assez inquiétant. Nous résisterons mieux que nos voisins allemands, justement en raison de cette capacité nucléaire que nous avons la chance d'avoir, que le général de Gaulle a développée et que nous devons conserver. Voilà. Frédéric Falcon sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes donc le député RN de la 2e circonscription de l'Aude, qui comprend la partie la plus à l'est du département avec une partie de Narbonne. Historiquement, c'est la circonscription d'une figure de la gauche, Léon Blum, symbole du Front populaire des années 30. C'est plus qu'un symbole de l'avoir emporté sur cette élection, Frédéric Falcon? Alors effectivement, c'est une victoire qui est assez retentissante de ce point de vue-là. Moi, je tiens à dire que j'ai une grande admiration pour Léon Blum, donc déjà je souhaiterais lui rendre hommage. Et c'est vrai que l'Aude est un département qui historiquement est très socialiste, voire le plus socialiste de France. Aujourd'hui, il a basculé côté Rassemblement National. Pourquoi ? L'admiration concernant Léon Blum, c'est surprenant pour quelqu'un qui vient des rangs du RN d'avoir cette admiration pour une personnalité très ancrée à gauche. C'est une grande figure politique française, au même titre que le général de Gaulle ou que Jean Jaurès. Voilà, donc je pense qu'on peut que lui rendre hommage. Il appartient à tout le monde aujourd'hui, il appartient aux Français. Avec le Front populaire, il a mis en place un certain nombre de mesures sociales que tous les Français apprécient aujourd'hui, qu'ils soient de droite ou de gauche. Les 40 heures, la semaine des 40 heures, les congés payés. Voilà, donc je pense que Léon Blum aujourd'hui fait partie de l'histoire et on peut pas, même si je ne suis pas socialiste et que je ne suis pas un parti, je n'appartiens pas à un parti qui est affilié à la CFIO, rejeter tout ça en bloc. Au contraire, je pense qu'il a eu son rôle et qu'il faut lui rendre hommage. Après, c'est vrai qu'il y a eu un basculement complet dans l'Aude. Département très socialiste qui a voté le plus pour François Mitterrand en 1981 vers le Rassemblement National. Tout simplement pourquoi ? Parce que la base socialiste aujourd'hui, je parle de la base socialiste, je ne vous parle pas du Parti socialiste des grandes villes et d'une sociologie urbaine un petit peu déconnectée des territoires. Là, on est sur un socialisme qui est quand même rural, terroir. Aujourd'hui, il ne se reconnaît plus dans le Parti socialiste ou dans la gauche et il se retrouve chez nous. Et comme je le dis beaucoup, j'ai un peu le sentiment que nous devenons une sorte de nouveau RPR, si vous voulez, un parti souverainiste, populaire, ancré dans la ruralité, connecté au réel. Et je pense que ce discours que nous avons aujourd'hui se substitue à ce qu'il y a pu avoir par le passé, avec notamment des traditions socialistes ou gaullistes. Ouais, alors, pour conclure, quand même, petite précision, né à Besançon, domicilié à Paris, vous n'avez pas l'impression d'avoir été un peu... Alors, j'aimerais vous entendre sur ce sujet. À Paris parce que... Étiez domicilié ? C'est un article du Monde qui a été mal écrit. J'ai simplement expliqué que j'avais ma société qui était domiciliée à Paris pour des raisons d'attractivité professionnelle, mais je n'ai jamais précisé que j'étais domicilié à Paris. Voilà. Donc, en tout cas, vous n'avez pas l'impression d'avoir été parachuté dans cette circonscription de l'Aude ? Non, absolument pas. J'ai ma famille j'y suis attaché depuis de longues années, j'y vis depuis de longues années, j'ai ma famille qui vit depuis plusieurs décennies. Alors nous ne sommes pas natifs de la région, c'est vrai, nous ne sommes pas de purs Audois, mais c'est aujourd'hui notre région de cœur et nous sommes là-bas chez nous, comme de nombreux Audois qui ont des racines autres. Vous savez, aujourd'hui, vous avez 50 ou 60% des Français qui vivent dans un département qui n'est pas leur département de résidence. Voilà, on est dans la même configuration et c'est vrai que j'ai un attachement particulier pour cette région, pour son histoire, pour ses traditions. Voilà, même si je ne suis pas un natif et que j'ai beaucoup bougé dans ma vie, mais je pense que c'est plutôt... voilà qui est dit. En tout cas, là-dessus, et puis alors je précise pour vos engagements sur les 5 ans à venir, vous voulez lutter contre les déserts médicaux notamment, ça c'est un engagement fort, et puis vous battez pour la mise en place du passage par Narbonne de la ligne grande vitesse Montpellier-Perpignan. Frédéric Falcon, député donc RN de la 2e circonscription de l'Aude, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Passez une bonne journée. Merci, au revoir. Restez avec nous, on file dans quelques instants à Carrièche dans le Tarn-et-Garonne avec notre invité d'un été au camping. A tout de suite, restez avec nous, il est 8h52 sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai.